Alors on avait envie de commencer cette conférence par un récit assez personnel en fait, mais qui traduit une expérience qu'on vit plus ou moins tous les jours ou presque. L'année passée, j'ai passé un an en Erasmus et quand je suis revenue, j'ai été très étonnée de passer une journée à expérimenter en fait l'état d'urgence dans l'espace public. Je suis allée par exemple dans un magasin, je suis allée à l'université, j'ai dû ouvrir à maintes reprises mon sac. Je me suis baladée dans le quartier latin et là j'ai croisé des militaires, vous savez, c'est une espèce de ronde à 4 militaires qui se baladent dans le quartier latin, je ne sais pas si vous avez vu ça. Ou encore dans le métro, ces messages qu'on entend aussi fréquemment, attentifs ensemble, pour la sécurité de tous, surveillez vos bagages. Et là, je me suis dit, en rentrant, puisque je n'avais pas encore, moi, j'étais pas rentrée en fait depuis les attentats, et je me suis dit, mais est-ce que c'est ça l'état d'urgence en fait? Est-ce que c'est la manifestation d'état d'urgence? Et si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est concrètement? Et c'est la première question que je vais vous poser, Paul Cassia, c'est qu'est-ce que c'est? Vous êtes juriste en droit, à quoi renvoie l'état d'urgence, ce régime d'exception? Et d'autre part, quelles sont les conséquences sur les libertés individuelles? Merci beaucoup. Ce sont deux questions très très vastes. Et je vais essayer d'y répondre de la manière la plus claire possible. Mais comme voilà, je crois que nous sommes dans un amphithéâtre sympathique et que vous avez l'air aussi sympathique que cet amphithéâtre, je pense que ce serait bien qu'il n'y ait pas deux monologues, mais plutôt des échanges entre les intervenants et puis entre vous et nous, de façon à ce que la parole ne soit pas monopolisée par les sachants et qu'il y ait une petite interaction. Alors, qu'est-ce que c'est l'état d'urgence ? C'est exactement le problème, c'est que l'état d'urgence, finalement, on n'arrive plus très bien à savoir ce que ça représente. Et c'est finalement pour ça que ça ne fait plus peur, que ça n'inquiète plus, que nous soyons sous état d'urgence. On nous dit, mais en quoi je suis concerné, en quoi ça m'affecte moi, ce régime-là. On ne sent pas, et comme vous le disiez, madame, il y a un instant, finalement... à part avoir 4 militaires de plus au Louvre ou sur les Champs-Élysées, on se demande bien ce que l'état d'urgence a changé à notre vie quotidienne. Et de fait, pour nous, tous ici, l'état d'urgence n'a rien changé. Rien changé, sauf qu'on s'est habitué à l'état d'urgence. Et ça, on ne s'en rend pas compte, mais ça change quand même beaucoup. C'est-à-dire que des mesures qu'il y a un an et demi, paraissait complètement exorbitant du droit commun, paraissait impensable, et qui, il y a 20 ans, était tout à fait inimaginable dans le pays de la Déclaration des droits de l'homme, et bien aujourd'hui sont courantes, sont banales, rentrent dans le quotidien. Et des auteurs, je lisais tout à l'heure dans le Figaro, un collègue qui s'appelle Hugues Moutou, qui est soi-disant spécialiste de la sécurité, des auteurs proposent que les perquisitions administratives de l'état d'urgence soit banalisé, s'applique en dehors de l'état d'urgence. Donc c'est ça, c'est ce qu'a créé cet état d'urgence, c'est cette accoutumance à l'exception. Et l'accoutumance à l'exception, elle procède du fait que, bien, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont assignées à résidence. Pas beaucoup, 70, c'est pas énorme, ça fait moins d'une personne par département. Il y a des personnes qui font l'objet de perquisitions administratives. Pas beaucoup. Depuis le 22 décembre, il y a eu une 50aine de perquisitions administratives. Ça fait une demi-perquisition par département. Il y a des personnes qui se voient interdites d'aller dans certains lieux. Pas beaucoup non plus, quelques dizaines dans toute la France. Et puis, il y a ces procédures qu'on ne matérialise pas, qui permettent au préfet d'autoriser des fouilles de bagages et des véhicules dans les lieux qu'il décide. Alors ça, c'est un point sur lequel je voudrais insister. Il y a une vingtaine d'années, en 1993, le Conseil constitutionnel a été saisi de la question de savoir si on pouvait autoriser des fouilles de bagages et des véhicules. Et le Conseil constitutionnel a dit « c'est possible, à condition que le juge judiciaire autorise ces fouilles préalablement ». C'est une atteinte forte à une liberté individuelle. Et aujourd'hui, on en est où? À quelques décennies de distance, on en est où? On en est à la situation où un préfet, une autorité administrative, peut autoriser, dans les lieux qui décident, des fouilles de bagages et de véhicules de manière discrétionnaire. Et ça paraît parfaitement normal, vous venez de le dire. On rentre dans des lieux publics, on montre nos sacs à main pour que les vigiles fassent semblant de regarder ce qu'il y a dedans. Personne ne contrôle rien, mais bon. C'est rassurant de voir qu'il y a quelqu'un qui est debout, qui est là.
Eh bien, on a basculé dans cette société où chacun d'entre nous, vous l'avez dit, soyons vigilants ensemble, chacun est un contrôleur finalement de l'autre, et nous allons aller de plus en plus loin dans cet autocontrôle, dans ce contrôle généralisé. Eh bien, l'état d'urgence accroît ce phénomène d'atteinte petit à petit aux libertés individuelles. C'est un peu comme un stalactite ou un stalagmite qui se forme peu à peu, on ne s'en rend pas compte, il y a le calcaire qui vient de plus en plus, et puis on s'aperçoit à la fin qu'on a une pierre qui s'est formée. Eh bien, c'est exactement la même chose avec l'état d'urgence. On s'est habitué à la sécurité. Le moindre événement nous fait dire que la sécurité est non seulement indispensable, mais il en faut encore plus. Le collègue auquel je faisais allusion tout à l'heure, après l'attentat de Berlin, qui a eu lieu en décembre passé, ce camion qui est rentré dans un marché de Noël, a écrit toujours dans le Figaro « Il nous faut en France une société à l'israélienne pour nous préserver de ce genre de danger ». Manque de bol pour lui, une semaine après, il se passait la même chose en Israël. Donc on veut aller toujours plus loin, mais en oubliant que une personne qui souhaite commettre un attentat, nul ne pourra jamais l'en empêcher. D'ailleurs, j'en termine par là, je vais laisser la parole à Gaspard. On dit toujours que l'état d'urgence permet de prévenir les attentats terroristes. Je voudrais montrer tout à l'heure que tel n'est pas le cas. Mais les 3 derniers attentats, entre guillemets, qui ont été réalisés en France, à savoir l'attentat de Magnanville, l'attentat de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray et l'attentat de Nice, ont tous 3 été commis par des personnes qui habitaient sur place. À Saint-Étienne-du-Rouvray, un des 2 terroristes était même sous bracelet électronique. Donc on n'empêchera pas une personne mal intentionnée de réaliser un acte terroriste. En tout cas, ce n'est pas par l'état d'urgence qu'on le fera. Je laisse la parole à Gaspard et puis je la reprendrai sans doute tout à l'heure. Bonsoir à tous. Non, mais j'étais moi-même très intéressé parce que je suis loin d'être un spécialiste du droit. Et peut-être j'aimerais élargir le sujet à la surveillance avec l'autorisation de la présidente de séance. Je pense que sur la surveillance, le dernier interview de Snowden est très intéressant parce que Snowden dit « je ne suis pas contre la surveillance ». Et Snowden dit « je suis tout à fait favorable à ce que d'abord des services secrets existent dans les différents pays et que ces services secrets puissent mettre sur écoute des gens qu'ils estiment suspects ». Pourquoi ? Parce que dans cette logique traditionnelle, finalement, on repère pour surveiller. Et ce que Snowden conteste, c'est l'inversion de cette logique où aujourd'hui on surveille pour repérer. Donc on surveille tout le monde pour, dans la botte de foin des innocents, essayer de trouver des coupables. Alors que la logique des services secrets traditionnels est celle que Snowden continue à trouver légitime, et dans la masse d'essayer de repérer de possibles coupables. Et donc on passe d'une société où la police va chercher de potentiels coupables à une société où elle considère tout citoyen comme un potentiel suspect, ce qui est tout à fait différent. Et ce qui va jusqu'au bout de l'inversion de la visibilité dans les rapports de surveillance dont parlait Foucault dans Surveiller et punir. Vous avez probablement tous lu cette métaphore du panoptique qu'utilise Foucault, qui n'est pas vraiment une métaphore, quand il décrit le système de Bentham, le système utilitariste. Et donc dans Bentham, c'est à la fois la maximisation des bonheurs individuels, c'est assez lié d'ailleurs, puisque dans la mesure où je veux maximiser la somme des bonheurs, je m'autorise à priver un certain nombre de gens de leurs libertés les plus fondamentales, dans la logique utilitariste. Et ce n'est pas donc un hasard si ce même Bentham propose un système de surveillance dans la prison, que vous avez sans doute vu, où il y a une tour centrale et tout autour organisé des cellules. Et donc ce ne sont plus des cellules individuelles où le gardien va aller voir, donc comme les services secrets peuvent aller voir ce que fait tel ou tel parce qu'il est suspect ou parce qu'il pourrait y avoir pourrait préparer un attentat ou que sais-je, mais là tout le monde est constamment dans un rapport de visibilité, c'est-à-dire tout le monde est constamment exposé. Et donc ce qui est génial dans cette société du point de vue du pouvoir, c'est que vous n'avez même plus besoin de gardien en fait. Parce que les gens s'auto-surveillent, parce que chacun dans sa cellule sait que potentiellement quelqu'un dans la tour centrale est en train de le regarder. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui
sur le traitement de nos data, de nos données personnelles. Vous savez que depuis la loi renseignement, des algorithmes classés secret défense se trouvent chez les opérateurs télécoms et filtrent l'ensemble de vos métadonnées, c'est-à-dire vos données de géolocalisation, qui est destinataire, qui est l'envoyeur du message, quel est son titre, d'où il a été envoyé, à quelle heure, etc. Et donc, l'ensemble des métadonnées de la population sont filtrées, c'est officiel, c'était l'objet de l'article 2 de la loi renseignement. Sans que, effectivement, alors ce qui est absolument incroyable, c'est que ça n'émeut personne. On avait organisé des manifestations contre l'état d'urgence, c'était 15 jours avant ou après, je ne sais plus, les manifestations contre la loi El Khomri. La loi El Khomri, il y avait 1 million de personnes dans la rue. Sur l'état d'urgence, on était avec le syndicat de la magistrature et Attaque et d'autres, il y avait 100 pelés, quoi. Tout le monde s'en fiche. Bon. Et donc, ce qui en fait une cause d'autant plus noble à défendre. Mais donc vos données sont constamment passées à travers le tamis des algorithmes. J'avais d'ailleurs discuté il y a quelques mois avec le secrétaire général d'Orange. Et je lui dis, mais alors, ces fameuses boîtes noires, vous les avez installées chez Orange? Il dit, je ne peux pas vous répondre, sinon je devrais vous supprimer. Je dis, c'est très drôle. Et donc, il me dit, mais je vais quand même vous dire que oui, en effet, il y a des gens qui s'occupent de ça chez nous. Mais je les ai fait venir dans mon bureau et je leur ai posé des questions auxquelles je savais qu'ils n'avaient pas le droit de répondre. Et ils ne m'ont pas répondu, et je suis rassuré. C'est-à-dire que le top management d'une des plus grandes boîtes de télécommunications au monde, qui ne cesse de vous dire qu'ils protègent vos données personnelles, qui ont fait un bon usage de données de consommateurs, etc., est rassuré de savoir que l'ensemble de ces données est traité dans un droit qu'il ne connaît pas par des gens qui refusent de répondre à ces questions et qui font des choses dont il n'a aucune idée. Et il trouve ça rassurant. Et donc, ça rejoint ce que disait le professeur, c'est que vous donnez un pouvoir hallucinant à l'exécutif, avec cette confiance que parce qu'on est dans un pays démocratique, l'exécutif serait censé s'auto-contrôler. Mais ça n'existe pas, l'autocontrôle, quand vous n'avez pas mis en place des systèmes de contre-pouvoir. Et donc, sur cette histoire de data, vous me direz, oui, mais ça me fait une belle jambe que mes data soient filtrées par des algorithmes. De toute façon, c'est des algorithmes, donc ce n'est pas des gens qui vont regarder ce que j'écris, et puis ils n'en feront rien dans la plupart des cas. Alors, ça produit un certain nombre de faux positifs qui fait que des gens sont effectivement dans des situations compliquées parce qu'ils ont écrit le mot qu'il ne fallait pas à l'heure où il ne fallait pas, mais grosso modo, ça ne nous embête pas. Mais là, j'aimerais dire que finalement, que ça nous embête ou non, peu importe, c'est un droit fondamental à la correspondance privée. Lors de la Révolution française, vous savez que la population avait rempli ces fameux cahiers de doléances. Et quand le comte de Clermont-Tonnerre a rendu compte, un des premiers qui a fait, c'est pas fou, qui avait fait défection de l'aristocratie au tiers-état, et quand il avait rendu compte des cahiers de doléances à l'Assemblée, qui était constituante, je crois, à l'Assemblée constituante, il avait dit il y a 2 choses que les gens ne supportent plus. C'est d'abord les lettres de cachet, donc l'arbitraire royal, et deuxièmement, l'ouverture des lettres. L'ouverture des lettres par les cabinets noirs. C'est drôle parce qu'à l'époque, c'était les cabinets noirs, aujourd'hui, c'est les boîtes noires. Et il disait que c'était insupportable, et donc, quelques années après, les révolutionnaires avaient adopté, dans une de leurs premières lois, c'était le secret des correspondances. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les régimes autoritaires ont aboli le secret des correspondances et tous les régimes démocratiques l'ont rétabli. Et c'était la même histoire à l'époque. Finalement, on s'en fichait que l'agent du roi puisse lire ou probablement ne lise même pas la lettre qu'on a écrite à sa grand-mère. Mais le fait même de ne pas avoir droit au secret de la communication était considéré comme une atteinte, était ressenti par la population comme une atteinte à ses libertés premières. D'ailleurs, je prédis un bel avenir à la Poste, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez communiquer quelque chose de manière confidentielle, ça reste encore le meilleur moyen. Donc, nous avions, lors de cette funeste loi renseignement, donc nous, c'est le think tank que je dirige, donc on réfléchit, mais on est un peu activiste aussi. Donc, on avait fait un mémoire au Conseil constitutionnel contre l'article 2 de la loi renseignement, avec des juristes,
pour expliquer ça, basé essentiellement sur le secret des correspondances, en disant le secret des correspondances devrait être considéré comme un principe à valeur constitutionnelle, je crois qu'il y en a 11, ou voilà, donc ça devrait être, en fait ça qualifie pour être un principe à valeur constitutionnelle, c'est un principe fondateur de notre droit, et sur cette base, vous devriez annuler votre article 2. Et ce qui est intéressant dans la... Bon, il n'y a pas eu vraiment de réponse, mais enfin, on lit entre les lignes du mémoire du Conseil constitutionnel quand ils ont adopté, quand il a décrété la validité donc, de cette loi, c'est qu'il disait, en fait, en substance, les métadonnées, ce n'est pas du contenu. C'est l'enveloppe, c'est le timbre. Donc, ce n'est pas très important. Et là, je pense que ce que ça montre, c'est un problème générationnel au Conseil constitutionnel. Parce que les gens de votre génération, de notre génération, savent que c'est le plus important, ce n'est pas le contenu du message, vous avez marqué ça va, t'es où. Le plus important, c'est la métadonnée, c'est-à-dire tous les renseignements qui entourent le message. Et donc, indépendamment de tout ce qu'on peut dire ensuite sur l'inanité de l'état d'urgence, sur le fait que les perquisitions administratives sont contre-productives, que par ailleurs l'état d'urgence a été mis en place sans être directement rattaché aux terroristes, ce qui fait que la plupart des députés vous disent confidentiellement bien sûr qu'en fait la police s'en est servie pour faire les descentes qu'elle avait toujours rêvé de faire et pour faire les saisies de cannabis qu'elle avait toujours rêvé de faire et qu'elle peut toujours continuer à faire d'ailleurs parce qu'il y a eu 6000 perquisitions administratives et 7 procédures pour terrorisme si la mémoire est bonne. Bon, et qui dans certains quartiers, nous on ne le voit pas, mais dans certains quartiers ça crée des vraies tensions parce que vous avez la police qui débarque en pleine nuit, donc sans autorisation du juge judiciaire, qui défonce la porte, américaine. Là où je voulais en venir, c'est que je ne sais plus où j'en étais d'ailleurs. Peut-être. Notre mémoire, etc. Bon, et donc on a fait d'ailleurs, et tout va dans le même sens. Tout va dans le même sens. Il y a eu récemment le méga fichier, je ne sais pas si vous avez suivi ça, le fichier TES, où toutes les données de la population sont réunies dans un fichier donc, qui synthétise, enfin qui amalgame les données de carte d'identité et les données de passeport, de manière à, théoriquement, même si bien sûr l'exécutif dit qu'il ne va pas l'utiliser de cette manière, pouvoir, à partir de votre pupille, ou de votre empreinte digitale, ou même de la forme de votre visage par reconnaissance faciale, vous identifier sur ce fichier. Et là, c'est pareil, on a fait un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d'État, et on attend les résultats de cette requête, qui pourrait d'ailleurs être surprenant. En tout cas, je pense que c'est assez fondé en droit. Voilà, et donc c'est toujours la même logique. On ne conteste pas l'idée de la surveillance en elle-même, ni l'idée d'assurer, de lutter contre le terrorisme en mettant un certain nombre de personnes sur écoute, en essayant d'assurer la sécurité de nos citoyens, ce n'est pas débile. Mais simplement, on pense qu'il faut continuer à le faire sans mettre l'ensemble de la population sous surveillance, parce que c'est très facile aujourd'hui avec les moyens technologiques qu'on a, et ça ouvre la voie à des dérives évidentes quand vous donnez trop de pouvoir à l'exécutif. Je note d'ailleurs qu'en Allemagne, qui est plus sensible que nous à certains de ces sujets, ils vont plutôt à rebours, c'est-à-dire qu'ils sont en train de restreindre les pouvoirs qu'ils avaient donnés aux agences de renseignement. Et il y a du terrorisme aussi en Allemagne, alors que nous, on fait exactement l'inverse. On est d'ailleurs le seul pays où il y a eu des attentats à avoir déclaré l'état d'urgence. L'état d'urgence en Égypte ou en Tunisie, ça a duré 30 ans. On peut s'installer 30 ans en état d'urgence, et c'est effectivement extrêmement malsain. Et au point que je crois le premier président de la Cour de cassation s'en était ému. Enfin, c'est des choses assez rares et dont la gravité semble échapper à l'opinion publique. Alors moi j'avais juste une question. Donc, dans votre livre, quand vous parlez de surveillance numérique, vous parlez à un moment, vous citez Leibniz et vous parlez de raison paresseuse. Alors est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un peu ce concept et en quoi en fait il pourrait s'appliquer à l'état d'urgence et J'en sais plus très bien. Le fait que... Oui, non. Donc l'argument de Leibniz dans la Théodicée qui est assez marrant, c'est l'argument sur le fatalisme. C'est-à-dire dans un système fataliste, finalement, quand il y a le feu à votre maison, vous ne bougez pas parce que de toute façon, votre destin est inscrit dans les livres et donc il ne sert à rien de prendre une décision de vous-même pour échapper ou non au feu. Et Leibniz dit oui, mais ça c'est la raison paresseuse, parce qu'une raison plus sophistiquée estime que c'est précisément en faisant les choix qui sont optimaux pour moi que j'obéis aux règles du meilleur des mondes où chacun optimise ses appétits. Et donc c'est un peu pareil sur les datas, c'est que la raison paresseuse nous dit
ne vous en inquiétez pas, laissez faire le destin, en l'occurrence les pouvoirs de police, alors qu'une raison plus sophistiquée vous demanderait de vous emparer vous-même du sujet, de pouvoir faire vos propres choix et de pouvoir contrôler vos datas, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Après, sur les processus, les gens qui m'ont sensibilisé à ça, parce que je fais un certain nombre de reportages, j'étais à Berlin pendant une semaine avec des hackers. Vous savez, les hackers, il y a les différents types de hackers, mais il y a les gentils hackers. Les gentils hackers, c'est les hackers qui ne font pas ça pour pirater PayPal, pour prendre votre argent, mais qui testent les systèmes de sécurité, y compris des gouvernements, pour rendre service aux dits gouvernements ou entreprises, ou bien qui développent, parce que c'est un mot assez générique, hacker, qui désigne tous ceux qui tournent un peu autour de ces problèmes de confidentialité des données et qui mettent en place des outils très pratiques, ça peut être des VPN, ça peut être des messageries comme Telegram, ça peut être Tor aussi, pour circuler sur le web sans pouvoir être surveillé. Ils font je ne sais plus comment ils s'appellent, ils font des espèces de petits meetings où les néophytes comme moi peuvent venir et où ils prennent votre ordinateur, d'abord ils mettent des autocollants dessus, don't feed the Google, etc. Et ensuite ils installent sur votre ordinateur ces systèmes. Alors première chose à faire d'abord, c'est mettre une petite, c'est rien du tout, un petit sparadrap sur la caméra de l'ordinateur, qui apparemment peut être déclenché à tout moment à votre insu. Deuxième chose à faire, c'est de débrancher, alors s'il vous plaît faites ça, débrancher la géolocalisation de vos portables. Vous avez une option dans confidentialité de géolocalisation. Il faut dire oui ou non, il faut dire non. Et quand vous avez besoin de la géolocalisation parce que vous êtes perdu ou que vous voulez commander un taxi, etc., vous la remettez puis après vous l'enlevez. Parce que Uber vous informe de manière extrêmement transparente qu'ils utilisent vos données de géolocalisation non seulement quand vous circulez dans un Uber, ce qui est déjà contestable, mais y compris quand vous êtes simplement chez vous. C'est-à-dire que l'ensemble de vos parcours personnels, de votre vie privée, est dans une boîte comme Uber. Bien sûr, ne le regarde pas personne par personne, mais rien que l'idée de savoir que ces données existent quelque part, sont stockées quelque part, c'est quasiment renoncer à la mort de Dieu. Finalement, on a renoncé à la mort de Dieu parce qu'on en avait marre que notre destin soit inscrit sur un livre qui était le double de notre propre vie. Et bien, ces doubles-là ont été reconstitués à l'infini. On a le droit de pouvoir être finalement fantomatique. En tout cas, il faut réclamer ce droit. Et donc, il y a un certain nombre d'outils, donc il y a ça. Aucun des hackers que je n'ai rencontrés n'avait un smartphone. Impensable. Ils avaient des vieux Nokia. Ou même rien du tout. Et ils donnaient rendez-vous, ils allaient dans les cabines téléphoniques, ils s'appelaient, alors que c'est des gens qui sont à la pointe de la technologie. C'est quand même assez amusant. Et qui vous font prendre conscience de tout ça, parce qu'en Allemagne, ils ont une conscience des libertés individuelles qui est quand même très forte à cause de leur histoire. Eh bien, ils prennent ça très au sérieux et la population s'auto-éduque. Voilà, bon, ça part un peu dans tous les sens. Mais... Falcassia, vous voulez réagir ? Je veux réagir. Je mets du scotch sur mon ordinateur portable depuis plusieurs années. J'ai toujours mis. Voilà. Et, je ne suis pas géolocalisé, mais si on me demande ici, je pense que tout le monde est géolocalisé. Je crois que ça pose plus de difficultés de l'être au quotidien. Alors bon, j'étais très intéressé par tout ce que vous avez dit. Bon, pour revenir au sujet de l'état d'urgence, le seul que je connaisse, vous avez parlé des contre-pouvoirs. Oui. Et alors, il se trouve qu'il y en a dans le cadre de l'état d'urgence. Il y a des contre-pouvoirs. Il y en a un qui s'appelle le Parlement et il y en a un autre qui s'appelle le juge administratif. Le problème, c'est que ces contre-pouvoirs n'exercent pas leur rôle comme ils devraient. Le Parlement proroge l'état d'urgence de manière quasiment automatique, sans débat. Il y a un consensus pour 90% des parlementaires pour prolonger l'état d'urgence. Alors, on entend parfois l'idée que l'état d'urgence, s'il est déclenché, il devrait être voté par 50% des parlementaires, puis première prolongation 60, puis deuxième 70, puis 80. Mais là, on est vraiment à 90, donc il peut y avoir des prolongations successives sans difficulté. Donc le Parlement n'est pas un contre-pouvoir. Il y a bien un suivi de l'état d'urgence, mais il ne sert à rien. Il y a des rapports. Et la meilleure preuve, c'est qu'il y a un an, le 13 janvier 2016, notre actuel garde des Sceaux, qui s'appelle Jean-Jacques Urvoas, il était à l'époque président de la commission des lois, il a fait un petit rapport lisible, parce qu'il fait 9 pages, de suivi de l'état d'urgence, et il se concluait en disant que l'état d'urgence ne sert à rien,
a perdu complètement son efficacité et qu'il fallait en sortir. C'était il y a à peu près 1 an et demi. Donc ça n'a rien changé. Il l'a répété hier. Il l'a dit hier, vous l'avez peut-être vu dans la presse, qu'il fallait sortir de l'état d'urgence. Donc c'est un petit peu une rengaine. C'est peut-être pour sa postérité personnelle. Il leur a dit qu'il fallait sortir de l'état d'urgence. Donc bon, son aspect homme de gauche est préservé. Mais bon, donc le Parlement ne joue pas un rôle de contre-pouvoir, il est favorable à l'état d'urgence et c'est une responsabilité que les parlementaires ont vis-à-vis de leurs électeurs. Peut-être que les électeurs ne comprendraient pas qu'on soit contre l'état d'urgence, si on ne leur explique pas. Et deuxième contre-pouvoir, c'est celui des juges. Dans le cadre de l'état d'urgence, Gaspard Koenig l'a dit, ce n'est pas le juge judiciaire qui intervient, c'est le juge administratif. Et bon... Le problème, c'est que, alors c'est un terrain très très glissant pour moi qui suis professeur de droit public, parce que le Conseil d'État, je parle du Conseil d'État, il y a plusieurs juridictions administratives, mais c'est le Conseil d'État qui décide de tout. Dans l'ordre juridictionnel administratif, c'est le Conseil d'État qui décidera du sort de votre requête dans sa sagesse. Eh bien, le Conseil d'État est très à cran sur son aspect protecteur des libertés publiques dans le cadre de l'état d'urgence et a du mal à entendre les critiques qui pourraient être émises à l'égard de son contrôle. Le problème, c'est que dans le cadre de l'état d'urgence, on est sous l'empire d'un régime juridique particulier. Ce régime juridique, il est constitué par une loi, c'est la loi du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence, qui a été modifiée à plusieurs reprises ces temps-ci. Et cette loi, elle crée une légalité exceptionnelle. Dans cette légalité exceptionnelle, le juge, quand il est saisi d'une mesure de police, le juge administratif, il met toujours en confrontation 2 exigences. La liberté de la personne, la préservation de l'ordre public. C'est toujours le cas. Par exemple, pour le stationnement, la vitesse, est-ce que c'est normal qu'une vitesse soit limitée à 30 km/h ou pas dans une portion de la commune? On regarde si c'est justifié ou pas. Donc il y a toujours cette mise en balance. Donc, le principe de la confrontation ne pose pas de difficulté. Ce qui est différent dans le cadre de l'état d'urgence, c'est que cette balance entre libertés individuelles des administrés d'un côté et protection de l'ordre public de l'autre, elle est complètement déséquilibrée. Elle donne le primat, la primauté à la préservation de l'ordre public. Et le juge administratif qui est chargé d'appliquer cette loi est tenu par sa lettre. Lorsqu'il a un doute, c'est la préservation de l'ordre public qui va l'emporter au détriment des libertés individuelles. Une personne peut bien être assignée à résidence, alors même qu'elle est innocente, complètement innocente. Si on a un doute sur sa dangerosité, parce que la loi le permet. Et donc, pour s'en tenir à la question des contrôles, dans le cadre de l'état d'urgence, le problème, ce sont ces contrôles qui sont tout à fait insuffisants et qui le sont d'autant plus que la Cour européenne des droits de l'homme, qui est la juridiction qui est chargée de protéger les droits et libertés fondamentales pour une 50aine d'États européens, la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas pleinement compétente pour les mesures de l'état d'urgence, puisque la France, en déclenchant l'état d'urgence, a dérogé à la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut mesurer ce que ça veut dire, que la France, depuis 1 an et demi, déroge à la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a 2 autres États qui dérogent à l'application de la Cour européenne la Turquie et l'Ukraine. Donc on fait partie de ce trio peu reluisant par lequel on déroge à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc la difficulté de l'état d'urgence, c'est aussi la faiblesse des contre-pouvoirs. La faiblesse des contre-pouvoirs, voilà, c'est un aspect qui est important. Alors, il existe, c'est vrai, des procédures devant le juge administratif. On peut les utiliser. Mais ces procédures, du point de vue de l'administré, elles ne sont pas efficaces. Voilà. J'ai pris ici une fiche S. Parce qu'on parle toujours des fiches S, on ne sait pas trop ce que ça représente. Voilà la fiche S. C'est ce qui est présenté au juge pour dire que telle personne est ou n'est pas dangereuse. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on a reproché à cette personne. Monsieur X est défavorablement connu des services de police depuis 2007 pour usage de stupéfiants, trafic de stupéfiants. Il s'est forgé une solide réputation dans le milieu de la délinquance. Premier reproche. Monsieur Y a tenté de rejoindre l'armée de terre. Il souhaitait un contrat de courte durée afin d'apprendre le maniement des armes et de combattre. Deuxième reproche. L'environnement familial et les relations de Monsieur X
ont permis d'établir des liens récurrents entre ce dernier et la mouvance islamiste radicale et laissent craindre un départ de l'intéressé pour la Syrie. Donc on présente ce document au juge, on dit « Monsieur le juge, j'ai assigné à résidence cette personne pour ces 3 motifs. Il n'a rien fait d'illégal. Aucune de ces actions, rejoindre l'armée de terre, jusqu'à présent, je ne crois pas que ce soit un délit. Et quand on veut rejoindre l'armée de terre, en général, ce n'est pas pour peler des pommes de terre, mais c'est évidemment pour apprendre le maniement des armes. Donc aucun de ces comportements n'est répréhensible. Il est défavorablement conduit des services de police depuis 2007. On est quand même en 2015. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis, on ne sait pas. Sauf que ces éléments créent un contexte de dangerosité et on vient dire à cette personne, le juge dit « Monsieur, prouvez-moi que vous n'êtes pas dangereux. » Alors, par exemple, quand on dit « Votre environnement familial a permis d'établir des liens récurrents entre vous, Monsieur Koenig, et la mouvance islamiste radicale. » Comment prouver qu'on n'a pas de lien récurrent avec la mouvance islamiste radicale? Comment prouver qu'on ne veut pas se rendre en Syrie? C'est rapporter une preuve impossible. Et c'est toute la difficulté de l'état d'urgence qui est d'accepter que l'administration ne démontre pas ces allégations. Elles sont considérées comme vérifiées parce qu'il y a le secret des sources, parce qu'il y a la protection des policiers, alors que de l'autre côté, l'administré, lui, doit prouver qu'il n'avait pas l'intention de... Comment prouver qu'on ne fréquente plus telle ou telle personne radicalisée? C'est juste impossible. Les métadonnées n'y seront pour rien, parce que justement, on ne peut pas dire, regardez, je ne peux pas communiquer avec telle personne, alors que l'administration affirme que si, il y a eu des contacts, mais elle ne les établit pas, pourtant ça suffit au juge administratif pour les considérer comme avérés dans le cadre de l'état d'urgence. Donc c'est cette difficulté aussi qui caractérise l'état d'urgence, qui fait qu'il n'y a pas de contre-pouvoir en réalité. Alors, c'est vrai que l'état d'urgence a été utilisé de manière assez, on va dire, raisonnable par l'exécutif depuis novembre 2015, même si il est complètement détourné de sa finalité, même si, comme l'a écrit mon auguste voisin dans les Échos il y a quelques mois, il y a une dérive de l'état d'urgence, en ce sens que les procédures de l'état d'urgence, elles sont utilisées pour rechercher s'il y a des trafics de stupéfiants, pour réguler le flux de circulation aux abords des gares, c'est véridique, pour démanteler la jungle de Calais. C'est vrai, la préfète de Calais a utilisé des pouvoirs de l'état d'urgence pour démanteler la jungle. Ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Les assignations à résidence, elles sont faites parce qu'il y a des gars qui sont psychotiques. On ne sait pas comment les gérer. On leur dit, je vous assigne à résidence comme ça, 3 fois par jour, on est sûr de pouvoir les localiser. Les perquisitions administratives, ça a été vraiment, ça a été pain béni pour les services de renseignement qui ont pu vérifier toutes leurs données à cette occasion. Et d'ailleurs, ils ont tellement tout vérifié qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien à vérifier. Ils ne savent plus qui contrôler parce que finalement, tout a été vu. Donc, il y a cette dérive. L'état d'urgence a été utilisé de manière raisonnable, entre guillemets, depuis novembre 2015, mais simplement, il est remis entre les mains du prochain président de la République qui sera élu, ou de la prochaine présidente de la République, ou celui qui sera élu le 8 mai 2017, puisque le législateur, le 19 décembre 2016, a, dans un acte de pure folie, décidé de faire sauter une barrière qui existait dans la loi de 1955. La loi de 1955 prévoyait qu'à chaque changement de gouvernement, l'état d'urgence s'arrête automatiquement. Et c'est quand même une sécurité. C'était automatique. Le législateur a décidé qu'il fallait enjamber, j'espère que ça ne lui a pas fait trop mal, la présidentielle et les législatives, et a décidé que l'état d'urgence courrait jusqu'au 15 juillet 2007. Ce qui fait que le prochain ou la prochaine présidence de la République a, clé en main, l'état d'urgence dont elle peut faire, ou il peut faire exactement ce qu'il ou elle veut. Et on a vu que dans le cadre de la COP21, des personnes qui n'ont rien à voir avec le terrorisme peuvent être assignées. Donc, le fait de faire une conférence contre l'état d'urgence ou d'alerter sur les dérives de l'état d'urgence peut parfaitement conduire à une assignation à résidence après mai 2017. C'est parfaitement légal. Critiquant l'état d'urgence, comme le fait Gaspard Koenig ou comme je le fais moi-même, je peux être considéré comme potentiellement ayant un comportement de nature à créer un trouble à l'ordre public, puisque bon, c'est quand même pas normal d'entraver, ne serait-ce que par la parole, l'action des pouvoirs publics. Donc tout est envisageable et cette absence de contre-pouvoir
est aussi un des risques de l'état d'urgence dont on n'a pas vraiment conscience, mais pourvu qu'il ne se réalise pas. Alors moi j'ai une question pour vous, mais peut-être plus technique. C'est la Constitution donne au juge judiciaire la capacité, enfin le prérogative de veiller sur les libertés individuelles. Et est-ce que le fait de donner ça aujourd'hui au juge administratif fait que le juge administratif simplement n'a pas l'habitude de ça ou ne sait pas faire ou Là, il y a eu un très important débat sur le point de savoir quelle était la meilleure juridiction pour contrôler l'état d'urgence. Moi, je crois que les deux ordres de juridiction sont également habilités à contrôler les libertés fondamentales. Ça ne me gêne pas que ce soit le juge administratif qui contrôle, sauf sous deux réserves. La première, c'est que le contrôle du juge administratif, il intervient toujours, sauf une exception, a posteriori, alors que le contrôle du juge judiciaire, il est a priori. Donc du coup, pour les perquisitions administratives, qu'est-ce que ça change? Ça fait que, comme l'a dit Gaspard Koenig, on défonce votre porte, on rentre, on dit il y avait rien, et on dit au revoir, on ne dit pas au revoir, et puis après on peut demander réparation. Alors que si c'est une perquisition judiciaire, il faut que un juge regarde avant, est-ce que le dossier mérite que ce lieu soit perquisitionné? Est-ce qu'il y a des indices sérieux qui font que la perquisition est justifiée? Si oui, donc la perquisition est autorisée. Donc il n'y a pas de contrôle a priori. Ça serait pareil pour les assignations à résidence. C'est-à-dire qu'ils devraient autoriser ex ante, alors qu'aujourd'hui on assigne à résidence et puis après ils peuvent toujours faire des recours. Voilà. Alors, tout à fait. Le problème de la perquisition administrative, c'est que le recours, il intervient évidemment trop tard. Oui. La perquisition a eu lieu. On vous a défoncé. Après, on vous dit, monsieur, vous pouvez demander réparation. Mais si l'administration n'a pas commis de faute, on a droit à 0 € de réparation. Si la police a la gentillesse de toquer 2 fois à 2 h du matin, mais qu'on n'ouvre pas parce qu'on dort, elle défonce la porte. Il n'y a aucune faute. La porte, elle est légalement défoncée. C'est l'administré qui doit réparer. Et par ailleurs, il y a une réserve de compétence du juge judiciaire qui est posée par un texte qui s'appelle l'article 66 de la Constitution. Et précisément, le Conseil constitutionnel vient aujourd'hui, tout à l'heure, à 6 h, de rendre une décision sur les assignations à résidence de longue durée. Il s'agissait des personnes qui sont assignées depuis plus de 12 mois, depuis plus d'1 an. Alors, bon, 1 an, concrètement, qu'est-ce que ça représente, 1 an d'assignation à résidence pour des personnes, je dis bien, innocentes. Ce n'est pas qu'elles sont coupables, c'est qu'éventuellement elles ont pu être condamnées, mais elles sont innocentes. 1 an d'assignation à résidence, c'est 365 jours. 3 pointages par jour, ça fait 1000 pointages. 1000 pointages au commissariat, avec un pointage à 7 h, un pointage à 14 h, un pointage à 19 h. Ça fait 1000 pointages. Ça fait 12 heures d'assignation à domicile fois 365. Ça fait 10 000 heures d'assignation. Ça fait des interdictions de sortir de la commune dans laquelle on réside. Tout ça sur 1 an. La question qui était posée au Conseil constitutionnel, c'est de savoir cette mesure qui est restrictive de la liberté d'aller et venir, est-ce qu'elle ne devient pas privative de liberté? Est-ce que ce n'est pas finalement un enfermement au bout d'un certain temps qu'est l'assignation à résidence? Et le Conseil constitutionnel vient de répondre tout à l'heure à 18 h que non, une assignation à résidence, même si elle est prolongée pendant 12, 15, 18, 20, 24 mois, tant que dure l'état d'urgence, l'assignation à résidence reste une mesure préventive et donc n'a pas à être autorisée par le juge judiciaire. Elle peut être contestée a posteriori devant le juge administratif, mais il n'y a pas besoin d'autorisation du juge judiciaire. Alors ce point de vue-là me semble assez critiquable. Sur le terrain concret, je vous ai donné l'exemple. Imaginez M. Fabius, qui pointait 3 fois par jour dans un commissariat. On ne peut pas avoir de vie professionnelle, on ne peut pas avoir de vie personnelle. Si c'est des personnes qui sont contrôlées après une peine, parce que le juge judiciaire en a décidé ainsi, elles sont coupables, c'est le prix à payer pour ce qu'elles ont fait. Mais là, on ne leur reproche strictement rien sur le terrain pénal. Elles sont innocentes. Et leur infliger ce genre d'exigence au quotidien me semble relever d'une mesure privative de liberté qui là entre dans la compétence du juge judiciaire qui est posée par l'article 66 de la Constitution, mais une compétence qui est très très résiduelle en réalité. Alors, moi j'avais juste une remarque, question pour vous deux, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui défendent l'état d'urgence, y compris des citoyens qui vont vous dire qu'ils ont l'impression que leur liberté est plus garantie parce qu'en se sentant en sécurité, ça leur octroie une autre forme de liberté, mais une forme de liberté quand même. Et quand on entend les personnes qui défendent l'état d'urgence, j'ai l'impression qu'ils se projettent aussi énormément dans
a posteriori d'un événement. C'est-à-dire que cette personne, si elle commettait un attentat et qu'elle n'avait pas été assignée à résidence, tout le monde s'offusquerait et dirait que je sais pas, l'État n'a pas fait son travail, etc. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'on surévalue en fait le risque terroriste? Parce que si on regarde par exemple le nombre de morts par d'autres facteurs, que ce soit le cancer ou je ne sais quoi, en fait, les moyens qu'on alloue à ces causes de mort sont incomparables à ce qu'on fait par rapport à l'état d'urgence. Alors, voilà, oui, non, c'est une remarque très politiquement incorrecte, mais que je partage complètement. C'est-à-dire que c'est évidemment tout à fait possible de s'assurer qu'il n'y ait jamais aucun attentat en France. On peut mettre en place un état de police extraordinairement fort. On peut interdire aux gens de circuler en voiture, par exemple, voilà, sur tout le territoire, de manière indéfinie, et on est certain qu'on n'aura plus d'attaque, ou qu'on n'aura pas d'attaque à la voiture piégée, enfin, il n'y en a pas eu d'ailleurs, en social. On peut interdire aux gens de marcher dans la rue, par exemple, et on est certain qu'il n'y aura pas d'attentat sur les lieux publics, et qu'il n'y aura plus de lieux publics. Donc, potentiellement, on peut avoir des mesures, on peut tout à fait faire des mesures qui garantissent le fait qu'il n'y aura jamais un seul attentat en France. Oui, pardon, je vous interromps. Tout à l'heure, je disais dans la presse qu'on envisageait de mettre un éthylotest dans chaque voiture et de ne pouvoir faire démarrer la voiture qu'après, moi qui ne bois jamais, ça m'en fout, moi aussi, voilà, qu'après avoir soufflé dans l'éthylotest, n'importe quoi. Et donc, en tout cas, je pense qu'en fait, rentrer dans cette logique, c'est donner raison, en un sens, et céder au terrorisme, puisque c'est abandonner les valeurs de notre société ouverte, de notre état de droit, quelque nom qu'on l'appelle, et que donc c'est finalement se préparer une société qui ne vaut pas beaucoup mieux qu'une société régie par la charia, et qui est, elle, privative de toutes sortes de libertés. Et que donc il faut assumer le fait, assumer les risques qui existent dans une société ouverte, même si ça peut être particulièrement traumatisant ou cruel. Et en ce sens, ne pas renoncer à ce à quoi on veut nous faire renoncer, parce qu'on ne veut pas conquérir notre territoire, par exemple. Que s'il y a une guerre de territoire, on peut comprendre que certaines portions du territoire soient mise sous état qu'il y ait des couvre-feux ou des choses comme ça. Mais là, c'est pas une guerre de territoire, c'est une guerre de valeurs qui est menée. Les terroristes ne veulent pas conquérir la France, ils veulent qu'elle devienne peu à peu, qu'elle se conforme peu à peu à leur propre idéologie. Et donc, c'est leur céder, en un sens, leur donner presque une victoire, que de renoncer à nos valeurs. Et puis j'ajoute que même dans Locke, il n'y a pas, dans l'état de droit, il n'y a pas que la sécurité. Il y a la sécurité et les propriétés, ce qu'il appelle les propriétés. Et les propriétés, ça recouvre autre chose, ça recouvre davantage que la sécurité. C'est un raisonnement purement hobbesien de dire que la seule fonction de l'état de droit est d'assurer la sécurité. Et c'est pas là-dessus normalement qu'on fonctionne. Vous voudrez dire, heureusement, que notre sécurité est assurée indépendamment de l'état d'urgence. Gaspard Koenig faisait allusion tout à l'heure à la législation sur le contrôle des données informatiques. En dehors de l'état d'urgence, il y a une police et une justice qui travaillent, heureusement, et travaillent, je crois, le mieux possible. Il y a eu des attentats qui ont été évités ces derniers mois, mais aucun d'eux ne l'a été grâce à l'état d'urgence. Ils ne l'ont été que parce que la police et la justice avaient fait un travail de longue haleine. Alors il y a deux possibilités d'éviter un attentat, soit parce qu'il y a un travail de longue haleine sur plusieurs mois qui est fait par les forces de l'ordre, et ce qui permet de mieux infiltrer les réseaux, de savoir quelles sont ses ramifications, de connaître ses intentions, donc un travail de fond. Et puis il y a l'autre facteur qui est le facteur chance, qui permet d'éviter des attentats. On se souvient tous qu'il y a 5-6 mois, on a découvert juste à côté d'ici, sur le quai du Saint-Michel, cette voiture avec des bonbonnes de gaz qui n'étaient pas reliées entre elles, certaines apparemment étaient vides, une voiture à 7 h du matin avec des warnings dans une impasse. Un passant a appelé la police à plusieurs reprises, avant qu'elle ne vienne d'ailleurs, pour signaler ce véhicule abandonné, et ça a permis peut-être d'éviter quelque chose de grave. Donc, en dehors de l'état d'urgence,
il y a une police, il y a une justice qui travaille correctement et ça devrait suffire. D'autant plus que leurs pouvoirs, Gaspard Koenig l'a dit, ont été considérablement renforcés et sans doute même beaucoup trop renforcés, de manière absolument excessive et disproportionnée par rapport aux risques sécuritaires. Quant à l'idée qu'il faut assumer les risques que vient d'évoquer Gaspard Koenig, je la partage complètement. Moi, c'est l'état d'urgence qui m'insécurise, qui me fait peur. Quand je vois 4 militaires dans la rue, franchement, je ne suis pas rassuré, pas du tout, du tout. Quand je vois la police dans l'erreur, que je prends comme vous tous ici, ben, ça ne me rassure pas, ça ne me rassure pas du tout, et ça m'inquiète. Je suis donc universitaire et bon, il se trouve que je suis responsable d'un centre administratif, un bâtiment administratif. Et juste après les attentats de novembre 2015, j'ai des collègues qui ont invoqué un droit de retrait parce que dans le bâtiment que je dirige, il n'y a pas de contrôle à l'entrée. Et j'ai assumé cette décision de ne pas changer le quotidien. Je l'ai assumé. Alors en effet, le risque est considérable parce que s'il se passe quelque chose, c'est une catastrophe. Ouais. Mais j'ai assumé le fait qu'il y a des apparitions il n'y a pas de vigie, il n'y a pas de garde. Vous savez très bien, ici on rentre, enfin, dans d'autres bâtiments, on rentre comme dans un moulin. Mais j'ai assumé le fait qu'il fallait continuer à vivre au quotidien et que la victoire des terroristes, c'était précisément ce à quoi on est en train d'assister un peu partout dans le monde, c'était effet domino, c'était précisément de changer nos modes de vie. Donc, je crois qu'il y a là des risques. Ce sentiment de sécurité, voilà, je sais qu'il est très demandé, c'est compliqué d'aller à son encontre, mais je crois qu'on perd beaucoup plus que ce qu'on gagne. On perd beaucoup plus que ce qu'on gagne. Et à mon avis, la République française est vraiment une société de confiance. Sur 66,5 millions, 500 millions d'individus, il y a peut-être 300, 400 moutons noirs. On ne va quand même pas faire l'état d'urgence ad vitam pour ça, d'autant plus que les attentats du 13 novembre 2015 ont été commis par des gens qui venaient de Belgique, à l'encontre desquels l'état d'urgence ne servait strictement à rien. Donc je crois que ce sentiment de sécurité, il est important qu'il y ait des responsables politiques qui y mettent un frein. Or, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est l'engrenage, c'est le dessin de mon petit bouquin que vous avez ici. C'est un engrenage. On joue à nous faire peur. Exemple, le président de la République, le 14 novembre 2016, à 14h, c'est la petite fête à l'Élysée, il nous dit oui, on est dans un état de droit, il ne faut pas prolonger l'état d'urgence, ça serait contraire à nos règles fondamentales. Et le soir, il y a le truc qui se passe sur la promenade des Anglais, dans lequel j'étais, parce que j'étais en vacances à Nice à ce moment-là, oui. Et il nous dit c'est un attentat terroriste, c'est sûr, je veux prolonger l'état d'urgence. Au jour d'aujourd'hui, personne n'a été capable de prouver que ce malade mental avait un lien avec Al-Qaïda, avec une organisation terroriste. Aucune trace, la moindre trace de lien, sauf qu'il avait une petite barbiche, c'est tout, avant d'ouvrir, aucune trace. Aujourd'hui encore, le président de la République nous dit, voilà, le FMI a reçu une lettre piégée, ça a fait la une de tous les journaux, et dans un lycée de Grasse, un jeune est venu avec des armes et a blessé plusieurs personnes. Donc, il faut que l'état d'urgence continue. Mais c'est juste complètement insensé. On ne peut pas raisonner avec des personnes pareilles. C'est-à-dire qu'on est sous état d'urgence. Si ces deux événements ont eu lieu aujourd'hui, ça prouve bien que l'état d'urgence ne sert à rien dans leur prévention. Et si ils ont... Voilà. Donc, en fait, on est rentré dans une... On ne peut plus raisonner parce qu'il y a cette crainte. Voilà, il y a cette crainte, en effet, du risque de l'attentat, qui fait que s'il se passe quelque chose, eh bien, ce sont les extrêmes qui ont dit « Regardez, vous n'avez rien fait ». Les extrêmes, moi je trouve curieux, l'une des rares personnes qui a été contre l'état d'urgence, c'est Marine Le Pen. Absolument, j'étais stupéfait, je dois vous dire. Oui. Elle a, depuis le début, été contre l'état d'urgence, disant, ce qui est vrai, que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien dans la prévention du terrorisme. Et mis à part elle, il y a eu un ou deux écolos, vraiment bien, et un ou deux députés socialistes, c'est tout. Oui. Voilà. Ah mais ça, il faut reconnaître que de manière invraisemblable, le FN se pose aujourd'hui comme garant des libertés individuelles. Non mais c'est vrai, sur le plan de l'état de droit face à l'état d'urgence, sur le plan de la liberté d'expression aussi. Hein, c'est les seuls qui veulent
renforcée. Bon, alors, ils ont des raisons aussi particulières pour ça, mais enfin, néanmoins, ils tiennent quand même le flambeau de la liberté d'expression. C'est assez étrange. Et pour concourir à ce qui vient d'être dit, je me rappelle que la réaction du Premier ministre, c'était quoi? C'était norvégien, c'est ça, après l'attentat qui avait eu lieu contre les jeunes socialistes de l'île de la petite île. Oui, oui. Ou toi. Voilà. Et donc, et la réaction du Premier ministre norvégien, elle a été de dire le lendemain, nous prenons la décision d'une société encore plus ouverte, encore plus tolérante, etc. qu'avant, parce que c'est la manière dont nous moquerons finalement du terrorisme. C'est ce qu'a dit le roi des Belges aussi en mars 2016, après l'attentat à l'aéroport de Bruxelles. Ouais. Et il s'est passé quelque chose de grave, on ne va rien changer. Ouais. On ne va rien changer. Alors là, et la meilleure anecdote là-dessus, quand même, je ne résiste pas à vous dire, parce que ça va un peu vous titiller, c'est Margaret Thatcher. Après l'attentat de Brighton, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y avait toutes les bombes des Irlandais, de IRA, il y avait une conférence du Parti conservateur, je crois que c'était en 84, à Brighton. Et donc la veille, tout ce joli monde, dont le Premier ministre Margaret Thatcher, va dans l'hôtel de Brighton. Et à 2h du matin, une bombe explose. Il y a des morts. Thatcher doit se réfugier sous sa table avec son discours. Elle sort de l'hôtel, elle a des poussières dans les cheveux, en robe de chambre, etc. Elle va se faire habiller, elle va au poste de police, elle en ressort à 4h du matin. Et là, il y a les journalistes de la BBC qui arrivent, petit extrait qu'on avait retrouvé et qui est vraiment délicieux. Et le journaliste de la BBC lui dit, alors, comment allez-vous? Elle dit, very fine, thank you. On lui donne des nouvelles de qui est mort, qui n'est pas mort. Enfin, il y a des gens qui étaient proches d'elle. Donc là, c'était pour de vrai. Et le journaliste lui dit, mais j'imagine que la conférence de demain va être annulée. Et elle dit, et elle a un petit moment d'hésitation. Et elle dit, mais certainement pas. La conférence aura lieu demain comme convenu. Et la vie va reprendre son cours comme d'habitude. Elle a fait rouvrir Marks & Spencer 2 heures avant l'heure d'ouverture normale pour que les gens puissent aller trouver des habits propres. Et la conférence a commencé à 9h du matin, comme elle devait commencer, pour prouver que ça ne changerait rien à l'ordre du jour et finalement toute l'organisation sociale. On avait un précédent en France, pardon, je vous interromps, en 1893, je crois, un anarchiste jette une bombe à l'Assemblée nationale, qui était en train de discuter du prix du beurre, la confection du beurre. La bombe explose, il y a des blessés, des morts. 1 heure après, le président reprend la séance dans l'odeur de poudre. Voilà. C'est incroyable. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions qu'on voulait aborder. Merci à vous deux. Bravo. Vous avez une carte? Bon, je serai vous retrouver. Je vous envoie un mail, comme ça.